Salut la compagnie, bienvenue dans le premier épisode de Justine ramène sa fraise, un podcast qui te fera plonger dans l'histoire de celles et ceux qui font qu'on puisse manger tous les jours. Et du coup, c'est un voyage qui, je l'espère, te permettra d'avoir un autre regard sur l'alimentation et toutes les thématiques qui en découlent. Alors, je m'appelle Justine, j'ai 36 ans et ça fait déjà 18 ans que je fais de la cuisine pro. Je suis actuellement chef et formatrice en cuisine végétale pour les professionnels. Et voilà, j'ai pas mal bourlingué dans ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai posé mes valises à Strasbourg, ma ville natale. C'est mon port d'attache quand je suis pas en déplacement professionnel. Retour aux sources, donc. Retour aux sources. Okay. Alors aujourd'hui, c'est moi l'invité de ce podcast. Et je voulais d'abord me présenter avant de recevoir des invités par la suite. Donc c'est Johanna de Radio Arc-en-Ciel qui va prendre ma place de présentatrice pour cet épisode. Enchantée. Merci Johanna. Alors Justine, dis-nous, est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Tu dis que tu as pas mal bourlingué. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ensuite, quel est ton parcours, Justine ? Alors, la cuisine, ça me passionne depuis que je suis jeune. Donc depuis, je pourrais pas te dire, mais je pense depuis que j'ai 10 ans, quoi. Ok, vraiment, c'est le berceau, quoi. Ouais, c'est clair. Et je me souviens, à l'époque, je regardais Bon Appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon, le mercredi, entre midi et 2, je crois que c'était. Ok, et pas du tout la rêve, pour le coup. C'était... Joël Robuchon, c'était un grand chef français et il faisait une émission de cuisine où il faisait un plat, voilà. Et c'était le truc où tu étais censé un peu cuisiner en même temps que lui. Voilà, pour, le midi, c'est ça. Okay, et du coup, moi, je prenais des notes et après, je refaisais pour mes parents et ma famille, quoi. C'est très studieux, ça. Clairement, ouais. Et je me souviens de ça. Et puis, j'avais aussi, du coup, toujours cette passion. En discutant avec une des mères d'une copine, en fait, on a commencé à faire tous les mercredis des genres de... un peu comme cette émission de cuisine où tu recevais les gens à la maison. Je me souviens plus comment ça s'appelle maintenant, mais bon, c'est pas grave. Et en gros, on avait un thème. C'est un dîner presque parfait ? Ouais, voilà. Ah, ok, c'est bon. Ça vient de me revenir. On avait un thème, donc on était 4 et on était toujours 2 à faire un thème et la semaine suivante c'était 2 autres et donc ça pouvait être, je sais pas, thème italien et du coup fallait que nous on prépare tout le repas et les 2 autres elles préparaient toute la table en fonction du thème, quoi. Et du coup on faisait ça genre tous les mercredis, enfin c'était un truc qu'on avait mis en place, enfin je sais pas, c'était marrant, quoi. C'est une très bonne routine. Ouais, non, c'était hyper fun, franchement j'en gardais très bons souvenirs. Et du coup, après ça, moi à l'école, voilà, j'ai voulu faire plein de choses dans ma jeunesse. Donc d'abord, j'ai voulu être architecte. J'ai fait un bac S et ça s'est extrêmement mal passé. J'étais vraiment nulle. Et donc après la première année de bac S, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux pas réorienter, quoi ? Donc je suis partie, j'ai fait un bac littéraire en option cinéma. Je me suis dit, je vais devenir actrice. Oh damn, ok. Ouais. Tout feu, tout flamme, quoi, là, vraiment. Du coq à l'âne. C'est marrant, j'ai fait exactement la même chose, bac S et bac L, comme ça. Ouais. Trop drôle. Et donc, j'étais clairement pas scientifique, mais plutôt littéraire et créative. Et pendant, je me suis dit, je vais être actrice, et après, je me suis dit, ça va être compliqué. Et je me suis dit, j'aime bien faire des gâteaux, je vais être pâtissière. Ok. Et là, j'ai essayé de trouver des stages, mais comme j'avais redoublé, du coup j'avais 18 ans et j'avais le bac, donc les patrons ils voulaient pas payer trop cher. Donc ils m'ont dit écoute, non. Donc après plusieurs refus, j'ai dit va falloir que je fasse autrement. Donc j'ai trouvé un BTS, donc un post-bac. Ok, et j'ai fait pardon, excuse-moi, mais du coup on doit te payer plus cher si t'as ton bac et qu'on t'embauche en cuisine. Ouais, en apprentissage, parce que tu sais, ça a une grille selon les diplômes, voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut t'embaucher dès 15 ans en cuisine. Et c'est moins cher. Ok, voilà, je vois. Et donc, donc je trouve un apprentissage dans un restaurant gastronomique en Alsace. Et du coup, j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration en 2 ans. Voilà. Et parce que moi, après le lycée, je voulais plus être à l'école, je voulais travailler, quoi. Ouais. Et donc, voilà, c'était super. Et j'étais hyper contente, en fait, d'avoir
pris la cuisine plutôt que juste la pâtisserie boutique, parce que la pâtisserie boutique, ça peut être un peu plus routinier, quoi. Alors Pâtisserie boutique ? Ouais, parce que t'as la pâtisserie, enfin les pâtisseries, une pâtisserie, une boutique de pâtisserie, donc tu vas chez le pâtissier, quoi. Okay. Alors que après j'ai fait de la pâtisserie en cuisine et c'est pas pareil, quoi. C'est pas du tout le même. En fait, c'est les mêmes bases, c'est marrant parce que c'est les mêmes bases, mais c'est pas le même métier. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un où tu vas être dans le feu de l'action en mode restaurant et tu seras plutôt sur les desserts, alors que pâtisserie boutique, c'est plus. Tu fais des entremets, des tartes, des choses comme ça. Ok, ouais. Ok. C'est ça. Tu peux les faire aussi en restaurant, mais tu vas plutôt faire des desserts à l'assiette, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout la même façon de travailler, quoi. Ok. Voilà. Et même l'ambiance aussi, j'imagine. Ah oui, change. T'as le coup de feu, enfin t'as le service. Tu dois envoyer et tout. Donc c'est différent, c'est un autre métier en fait. Voilà. Donc j'ai fait mon BTS et après j'ai fait la mention pâtisserie. Dans un étoilé Michelin nice. En Alsace. Voilà. Ok. Et maintenant, du coup, il me semble que tu fais de la cuisine végétale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça va découler de tout mon parcours de vie qui a eu lieu après l'Alsace. Et du coup, j'ai toujours voulu voyager. Ok, et ça a été parti à l'aventure, quoi. Ouais, je sais pas, c'est parce que je partais tous les ans au même endroit avec mes parents, tu vois. Très routinier. Très routinier, j'aime pas la routine. Ou je sais pas, en tout cas, j'ai toujours dit je veux voyager, quoi. Ouais. Et donc, je voulais partir dans un pays anglophone. Et j'avais pas du tout pensé à l'Australie. Puis j'ai rencontré un Australien un jour en vacances et il m'a dit « Ah, mais tu peux venir en Australie, le working holiday et tout ça. » Et j'ai dit « Ah, ok. » Et donc, en 2011, j'ai décidé qu'en 2012, je partirais. Donc, en 2012, j'ai pris mes petites valises et hop, je suis partie à Melbourne, quoi. Et let's go. Et let's go. Et tu y allais sans plan aucun. Ah, mais rien du tout, quoi. Juste avec juste ma valise et genre, j'avais. Je crois que je suis arrivée, j'avais pas d'endroit où dormir. J'avais pas d'argent local. Je suis arrivée les mains dans les poches. L'aventure. Ah, mais vraiment, ouais. Incroyable. Ça a été une belle aventure. J'ai travaillé dans pas mal de restos. Au départ, après la France, j'ai voulu arrêter un peu la cuisine. Puis je suis quand même retournée en cuisine au bout d'un moment parce que ça me manquait, quoi. Voilà. Okay. Mais donc j'ai fait pas mal de restos à Melbourne. J'ai fait un peu tous les métiers, cuisine, pâtisserie. Du bar, du barista aussi. J'ai appris à être barista. Ça date, c'était en 2012, pardon. Avant que ça devienne la mode des cafés, des coffee shops. C'était c'est la première fois que je voyais un petit latte art. Un petit latte art et tout. Et après, je me suis dit, c'est bon, tout le monde fait ça, mais moi, je connaissais déjà avant. J'étais là avant tout le monde. Mais justement, je me disais, du coup, t'es allée cuisiner en Australie quand même. T'as senti des différences dans la manière de faire la cuisine un peu? C'était quoi ces différences? Ouais, c'était ouf. En fait, c'était hyper riche culturellement parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Australie, notamment d'Asie. Et donc, c'est toutes ces saveurs que j'avais pas du tout l'habitude, manger épicé, etc. Okay. Donc, ça a ouvert un peu mon champ, mon ouverture culinaire, clairement. Et ensuite, c'est la première fois que je rencontrais aussi le véganisme en tant que tel à ce moment-là. Ok, il y a déjà eu un truc vegan. Ouais. Et pour la petite histoire, à cette époque-là, je me suis dit, les véganes, c'est des malades, en fait. Genre, je comprenais pas du tout le principe. Je me disais, bon, végétarien, je comprends, mais alors vegan. Parce que too much, pourquoi tu disais ça? Ouais, je me disais, je comprends qu'on ne veuille pas manger de chair animale, mais ne pas manger de produits d'origine animale, donc lait, œufs, tout ça, je comprenais pas, en fait. Donc ça, c'est mon premier dip dans la cuisine végétale où j'avais rien contre, mais je comprenais pas les véganes, quoi, tu vois. Sans en avoir rencontré, d'ailleurs. Mais juste pardon, parce que est-ce que à cette époque on avait déjà un peu, comment dire? Alors 2012 c'était il y a pas si longtemps, mais est-ce qu'on nous parlait déjà autant de l'enjeu écologique par rapport à la nourriture à cette époque? J'en ai pas un souvenir, j'en ai pas un grand souvenir en tout cas personnellement. C'est possible, mais j'étais jeune, j'avais 22 ans. Parce que certainement moins qu'aujourd'hui, peut-être. Ouais. Ok. Sûrement, ouais. Et puis en France, voilà. Et donc pour moi, c'était la première fois. Il y avait toujours au menu du vegan, du végétarien, du sans gluten aussi. Mais c'était en 2012, donc dis-toi, on est très très en retard. Donc je veux dire, c'est vachement démocratisé déjà en Australie depuis des années et des années. C'est clair. Ok. Et après ça, j'ai voulu continuer et j'étais en Asie, notamment en Thaïlande, en Malaisie. J'avais découvert la cuisine malaisienne en Australie.
j'ai trouvé ça incroyable. Je connais pas du tout la cuisine malaisienne. Ouais, c'est quoi un peu les spécialités? Moi, ce qui m'avait interpellée, c'était le laksa à l'époque. C'est une soupe de nouilles avec... après, tu peux avoir plein de choses dedans. C'est très épicé, c'est très parfumé. Et du coup, j'avais trouvé ça incroyable. Et fun fact, je n'ai pas trouvé la même soupe quand j'étais en Malaisie, parce qu'il y a plein de laksa différents au final sur place, quoi. Donc c'était le laksa australien que t'aimais bien, quoi. Ouais, Finalement. on va dire ça. Ouais, c'était marrant. Et ensuite, je voulais partir au Japon. J'avais cette obsession. Et on m'a dit, en fait, il y a le Working Holiday au Japon. Donc je suis rentrée en France. Et pour faire le visa, parce qu'il fallait être en France. Et après, je suis repartie. Donc, je suis passée par la Chine. J'avais une copine australienne qui était d'origine chinoise. Donc, on a passé 3 semaines en Chine. J'ai découvert la Chine et tout. Et ensuite, je suis partie au Japon pendant 1 an. Voilà. Et au Japon, tout change. Enfin, l'Asie, c'est un autre monde, quoi, vraiment. Et puis le Japon, c'est différent, quoi. Même le Japon, ça a l'air d'être un peu une sorte de niche dans l'Asie. Ouais, après tous les pays, parlant, en tout cas. Ouais. Tous les pays ont leur spécificité, mais oui, le Japon a cette aura, particulière, de par les mangas, etc., la cuisine et tout. Et donc, j'ai passé 1 an là-bas en cuisinant. Alors, j'ai cuisiné dans un restaurant français parce que je suis arrivée au Japon, à part dire konnichiwa, je ne savais pas dire grand-chose. J'ai quand même appris le japonais parce que pour moi, c'était important de... Enfin, j'ai appris ce que je pouvais en 1 an. Ok, j'allais dire, tu parles couramment japonais maintenant, non, ça y est. J'ai complètement tu regardes les animés sans sous-titres, ça y est. Non, pas du tout. Ok, dommage. Mais voilà, et donc c'est au Japon que je suis devenue végétarienne en fait. Mais par hasard en fait, ça a découlé de plein de prises de conscience qui ont commencé en Australie quand j'ai fait un woofing et que j'étais au contact de la nature, tout ça. Et la société de surconsommation qui m'a un peu revenue à la tronche quand je suis revenue en ville. Puis le Japon, c'est les pays de l'ultra-consommation, hein, vraiment. C'est leur hobby, c'est de faire du shopping. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Ok. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu un moment, j'ai lu un article sur le mythe du lait, puis on a découlé le fait que en fait le lait c'est pas bon pour la santé, mon Dieu, on m'a menti, et puis là tu remets tout en question. Et bon Ah bon. Alors j'avais cru comprendre que le lait effectivement de base c'est quand même fait pour des veaux qui vont peser 900 kilos, du coup c'est plein de super de super grosses molécules, des trucs comme ça. Mais je me disais que peut-être les fabricants de lait avaient la décence d'un peu traiter le lait pour à destination de nous humains qui allions boire ça. Non, pas du tout. Non. D'accord. Mince. Tu peux m'expliquer un peu, ou c'est quoi, c'est juste il les laisse et let's go, quoi. De quoi? Il le laisse comme ça et ça, je saurais pas dire les traitements qu'ils vont faire, mais sûrement, ils vont le pasteuriser et tout ça, mais après là, même si j'ai travaillé dans une exploitation laitière avant d'être végétarienne d'ailleurs. D'accord. Et c'est ça qui t'a... Non, pas du tout, même pas. Okay. Tu vois. On est brainwashed. Ok. Et donc, tous ces questionnements. Moi, je suis devenue végétarienne. Enfin, j'ai arrêté le lait, et puis la semaine d'après, je pense que j'ai arrêté la viande, et puis après, j'ai arrêté le poisson. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, en fait, je comprends les véganes. Je me suis dit, en fait, si tu veux pas faire de mal aux animaux, en fait, tu vas pas prendre leurs sécrétions non plus, tu vois. Voilà. Et donc, suite à ça, je me suis dit, ok, je sais que je vais être végane, mais j'ai pris mon temps, on va dire, en étant quasiment végane déjà, mais voilà. Et c'est en 2014, je suis devenue végétarienne au Japon. Et en 2016, je suis devenue végane suite à une méditation. Je vais paraître un peu perchée, non, mais... Non, c'était la méditation de l'amour universel. On disait « May all beings be happy, peaceful and liberated ». Et à côté, il y avait une exploitation laitière où j'entendais les vaches meugler, et je me disais « En fait, je peux pas dire ça ». Et à côté, me dire, de temps en temps, c'est pas grave s'il y a un petit veau qui va mourir à cause de moi parce que j'ai envie de manger un bout de comté, tu vois. Ok. Et du coup, c'est tout ça. Et puis après, je suis devenue... Et puis, il y a eu un genre de switch dans ma tête. Et là, c'était plus possible de revenir en arrière, tu vois. Ok. Et est-ce que tu peux juste, traduire la phrase en français pour les personnes donc, la méditation, c'est que tous les êtres soient en paix, et libérés, quoi.
Et voilà. Et du coup, je me suis dit, je peux pas dire ça et entendre un veau à côté de moi. Voilà, et me dire que en fait, c'est OK de temps en temps si je mange un petit bout de comté. Et du coup, depuis, voilà, c'est... Niet. Okay. Voilà, donc ça, c'était le Japon. Puis après le Japon, je retourne en Asie, à Myanmar. Je suis allée à La Réunion parce que j'avais un mariage, enfin voilà, j'avais plein de choses. Je suis retournée en France pour repartir parce que là, j'avais décidé d'apprendre l'espagnol. Nice. Je suis partie en Amérique latine. Pour apprendre l'espagnol? Pour apprendre l'espagnol, okay. Parce que l'Espagne, c'était trop près. Ouais, c'est trop facile. Trop facile. Pourquoi diable faire seulement 500 km, quoi? C'est ça. Donc, je suis allée en Argentine parce qu'il y avait un permis vacances-travail. Ok, ouais. Du coup, donc le working holiday, le working visa, holiday, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre ça en Argentine. Et du coup, je suis allée en Argentine, 6 mois. Voilà. Pour le coup, des gros viandards en Argentine. Des gros viandards, ouais. Voilà, ouais, j'allais dire, c'est marrant que ce soit dans cet ordre-là, le parcours. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai quand même regoûté de la viande en Argentine parce que tout le monde me disait, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais la viande en Argentine, c'est incroyable! Et du coup, j'ai dit, bon, ok. J'ai goûté et je me suis dit finalement ça me manque pas du tout en fait. Okay, ouais. Voilà. Et du coup après ça donc ça c'était en 2015. Je suis passée par le Brésil aussi et après je suis rentrée en France et là j'ai travaillé pour Vélichous parce que j'avais plus d'argent. Okay. Je me suis dit, il faut renflouer les caisses. Donc là, j'ai travaillé à Strasbourg, à Vélichous, qui venait d'ouvrir un an plus tôt, quoi. À l'époque, en 2016. C'est assez récent, ouais, c'est vrai. Enfin, en 2015, ça a ouvert. Moi, je suis venue en 2016. Et du coup, après, là-bas, j'ai fait un peu tout. Puis j'ai fini en pâtisserie, parce que c'était là que je voulais être. Voilà. Ok, ça reste quand même ton truc de prédilection. Ouais, j'adore. Bon, aujourd'hui, je fais plus cuisine que pâtisserie, mais à l'époque, je voulais plus faire de la pâtisserie, quoi. Ok. Et ensuite, je suis repartie en voyage. Et là, c'était un voyage qui n'était pas trop prévu. Donc, je suis repartie en Australie parce que j'avais une copine qui se mariait. Ok. Et à cette époque-là, j'étais à fond militante végane, antispéciste. Et du coup, j'en profitais dès que j'allais quelque part pour faire des manifs, tout ça, quoi. J'ai fait plusieurs sanctuaires. Enfin, voilà. Des sanctuaires ? Ouais, des sanctuaires pour animaux qui sont récupérés parce que soit ils étaient blessés, soit ils vont partir à l'abattoir, ce genre de choses. Ok, d'accord. Je connaissais pas du tout. Okay. Ouais, il y a des sanctuaires un peu partout dans le monde. Ok. Voilà, ensuite j'étais au Népal pour une conférence. J'ai adoré le Népal, je suis restée 2 mois et demi. C'est le pays de rêve, ça a l'air incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je suis allée en Inde, et je voulais rester 6 mois en Inde, et en fait j'avais postulé pour Sea Shepherd, et Sea Shepherd, alors que ça venait un jour que j'étais en Inde, m'ont demandé si je voulais venir. Au Panama, j'ai dit pas tout de suite. Et en fait, une semaine plus tard, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit est-ce que tu peux être au Mexique dans 2 semaines? J'ai dit ok. Et donc, au final, mes 6 mois sont transformés en 3 semaines. Et je suis partie au Mexique avec Sea Shepherd pendant 3 mois. 3 mois et demi. Et c'était une expérience incroyable. Voilà. Tu peux rappeler aussi pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Sea Shepherd? Donc, Sea Shepherd, c'est un peu les pirates qui font respecter les lois pour les animaux, entre guillemets, mais en gros, c'est une association de conservation marine. Et du coup, eux, ils vont s'attaquer à tout ce qui est pêche illégale. Donc, voilà. Et donc là, au Mexique, c'était pour la totoaba. Enfin, non, on dit à tout le monde, on y va pour la vaquita, qui est un petit marsouin qui a été décimé parce qu'il chasse le totoaba, qui est un poisson très moche d'ailleurs, mais qui mérite de vivre quand même. Mais qui mérite de vivre comme tous les autres, mais qui a la même taille. Et du coup, voilà, ils ont décimé cette population de marsouins en décimant la population de totoaba. Et du coup, nous, on venait pour enlever tous les filets de pêche illégale. Ok. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis allée en Chine pour une autre conférence. Enfin voilà, je suis retournée au Népal parce que j'adore. Et puis après, je suis rentrée. J'étais fatiguée en 2018. Je suis rentrée en France. Et à partir de là, j'ai créé ma première entreprise de cours de cuisine végétale. Tout en sachant que depuis 2018, je veux faire de la formation pour les professionnels. Parce que je me disais, en fait... il faut vraiment qu'on les aide, quoi, parce qu'en fait, ils sont perdus, surtout en France.
Et j'entends beaucoup de discours de c'est compliqué de cuisiner vegan et avec tous les tous les apports nutritifs dont on a besoin en tant qu'humain. Enfin, c'est un discours qui circule beaucoup. Ouais. Et j'imagine que t'es pas forcément d'accord avec ce discours, que c'est pas compliqué, que c'est juste une adaptation. Tu me dis. C'est une adaptation, et puis surtout c'est l'association des nutritionnistes aux États-Unis par exemple qui dit que le végétalisme est ok à tous les âges de la vie en fait, donc il n'y a pas de problème. Enfin, tu peux vivre très bien en étant végétalien et en mangeant que des produits d'origine végétale, quoi. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a de la chance d'ailleurs à Strasbourg, on a 2 médecins qui sont véganes, les docteurs Prévost, Gaspard et Clara, et du coup ils étaient encore l'année dernière à notre festin du turfu, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà. Ça. Voilà, et puis donc après, voilà, j'ai essayé de faire l'entreprise en Alsace, et il y a eu le Covid et ça a un peu compliqué les choses. Et donc mon dernier voyage en date, entre guillemets, mon dernier travail à l'étranger, ça a été l'Autriche. Donc fin 2021, je suis partie en Autriche et j'étais chef de cuisine dans un petit hôtel dans le Tyrol qui était végétarien. Wow. Et du coup, moi je suis venue, j'ai dit, bon, moi je cuisine que vegan. Ils m'ont dit, ok. Et donc le soir, le repas, c'était toujours vegan. Et c'était un moment assez fort pour moi parce que du coup, j'avais carte blanche pour cuisiner ce que je voulais. Et par contre, c'était beaucoup de taf parce que tous les jours, il fallait faire un amuse-bouche, un premier plat, une soupe ou un deuxième, une première entrée, une deuxième entrée ou une soupe. Ensuite, ils avaient le choix entre 2 plats, les gens, tous les jours. Ok. Et le dessert, plus toute la partie café couronne que je devais faire aussi, tous les jours un autre dessert, l'après-midi, enfin les petits déjeuners aussi, parce que j'avais investi aussi le petit déjeuner. Enfin bref, après j'ai commencé à faire du pain. Enfin je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Ça a l'air, en une journée, je faisais beaucoup de choses. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça devait être des horaires pas possibles. En vrai, ça allait. Je commençais à midi et le service était à 19h, donc franchement je débité pas mal, quoi. Ok, magnifique. Franchement, c'était pas mal. Et du coup, voilà, ça m'a permis de prendre beaucoup plus confiance en moi et de me dire, ok, maintenant je suis prête et je vais aller à la rencontre de mes pairs en cuisine et leur apprendre le végétal. Voilà. Ok. Et j'aurais juste une petite question à te poser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, même quand tu as commencé à faire ta transition vers le véganisme. Est-ce que ça a été compliqué pour toi parce que tu dis que tu t'y es mise petit à petit? Ça a été dur de supprimer, de supprimer des trucs, de remplacer par d'autres. Comment même tu l'as vécu sur le coup? Tu te posais des questions parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de retour en arrière. Non, c'était pas possible en fait, je pense, dans ma tête. Alors la chance que j'ai eue, c'était d'être au Japon, je pense. Et en fait, j'ai pas cherché à remplacer nécessairement la viande. Moi, je me suis juste dit, ok, maintenant, va falloir que je fasse autrement, et ça est devenu un nouveau terrain de jeu. Okay. Et c'est un terrain de jeu que ça fait 12 ans que je m'amuse dessus, en fait, et que j'ai toujours pas épuisé d'inspiration, de créativité, tout ça. Donc, j'ai pas vraiment eu ce truc de ah ouais, mais comment je vais faire? J'ai sûrement eu mais je m'en souviens plus. Mais j'ai juste essayé de faire différemment. Donc, au Japon, il y avait pas mal. Bon, il y avait le tofu déjà. Ouais. Il y avait plein de champignons qu'on n'a pas ici, qui sont hyper stylés en termes de texture et tout. Et du coup, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis juste dit voilà, je vais faire différemment. J'ai regardé un peu sur Internet. C'était vraiment les balbutiements aussi à ce moment-là, je dirais quand même, de tout ce qui était la mousse au chocolat, par exemple, à l'Aquafaba. J'étais là, waouh, mais on peut faire de la mousse au chocolat, mais sans œufs, mais j'aurais tellement aimé apprendre ça à l'école, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Et c'était, voilà, il y a eu tout ça, et puis c'est vraiment toujours la curiosité de, il y a plein de choses à faire, tout ça, quoi. Ok. Et donc, il y a pas longtemps, je suis allée faire un stage de koji, donc c'est un riz qu'on va inséminer avec un champignon, et du coup ce champignon-là va coloniser le riz et
changer la texture, quoi. Ok. Et en fait, tu peux en faire plein de choses, et notamment le miso qu'on va voir dans les soupes miso, le tamari, la sauce soja, le saké. Enfin, tu peux faire plein de choses avec de base. Et après, il y a encore plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut utiliser cette façon on va dire, d'inoculer des champignons dans des aliments pour faire ressortir des saveurs et tout ça. Et du coup, là, c'était un nouveau monde encore qui s'offrait à moi, tu vois, qui s'ouvrait à moi. Donc, c'était incroyable. Ok, plein de créativité, plein d'enthousiasme. Ouais. Mais après, j'imagine que la cuisine, c'est pas forcément un milieu le plus facile des milieux. Toi, tu l'as vécu comment, en fait, d'évoluer dans le monde de la cuisine comme ça? Alors c'est vrai que c'est un monde déjà très masculin à l'époque, en tout cas. Heureusement, ça change. Ouais. Ah oui, tu sens vraiment un changement. Il y a de plus en plus quand même. Enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup de femmes chefs, etc. Donc forcément, on voit que ça se féminise un peu. Mais c'est vrai que de base, quand tu penses cuisine à la maison, tu penses à la femme. Tu penses cuisine en professionnel, tu penses pas à une femme, tu penses plutôt à un homme, quoi. Ouais. C'est un peu... toujours l'excellence pour les hommes et puis le domestique pour les femmes. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas un métier facile de base en fait, parce que il y a des horaires qui sont compliqués. Tu travailles quand les autres sont en train de manger, donc forcément, voilà. C'est un métier qui est assez physique, hein. On soulève des grosses charges, etc. Enfin, voilà. Souvent, il n'y a pas beaucoup de place dans les cuisines aussi, donc c'est... petit, il fait chaud. Hein. En été, je me souviens de services où il faisait des fois 45 degrés pendant le service, tu vois. Donc, t'es en transe pendant tout ton service. Enfin, c'est horrible. Transpiration, c'est ça. Transpiration, ouais. D'accord. Pas en transe. T'es en transe et en transe. Excuse-moi, c'est une déformation professionnelle. Non, t'inquiète. Mais du coup, donc il fait très chaud. Voilà, c'est un métier où il y a beaucoup de pression, il faut que ça aille vite, enfin voilà quoi. Donc de base déjà, il y a plein de choses qui font que c'est un métier qui est pas facile. Et après, c'est aussi par exemple dans mon premier apprentissage, on avait des sacrés horaires, quoi. Alors qu'en tant qu'apprenti, normalement, t'es pas censé travailler jusqu'à plus de je sais pas quelle heure. Là, des fois, on finissait à 3h du mat, après un mariage ou des choses comme ça. Enfin, le week-end, c'était toujours hyper... ça envoyait du lourd, quoi. Il faut tenir le coup, quoi. Ouais. Voilà, après t'as Noël, ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est des horaires. Voilà, tu t'es censé bosser 39 heures, tu vas en faire 60, quoi. Voilà. Pareil, dans mon deuxième restaurant où j'ai travaillé, là, c'était tu commences à 8h30 le matin. Tu finis 15h, 16h, puis tu reprends à 17h30 pour le soir. Tu finis des fois à minuit. Et rebelote le lendemain. Et rebelote le lendemain. Et heureusement que j'étais jeune, tu vois. Après, je trouve encore l'énergie de sortir. Incroyable. Mais ouais, c'était déjà... il y a eu tout ça. Et puis après, dans mon deuxième restaurant, j'ai subi beaucoup d'harcèlement moral, du harcèlement sexuel, un viol, des viols. Et du coup, voilà. Donc c'est pas des métiers faciles, quoi. Et en fait, c'est comment ça, ouais. Alors, j'espère que tout le monde n'a pas eu à subir des agressions sexuelles ou des viols dans leur... mais c'est assez commun, ouais. C'est des insultes. Je me souviens que quand je suis arrivée dans le resto, il y avait un autre apprenti. En fait, c'est lui qui se prenait tout dans la gueule. Et donc, je me suis dit, tant que c'est lui, c'est pas moi. Et quand il en a eu marre et qu'il est parti, moi, c'était mon tour. Et en fait, voilà, c'était assez dur de me dire, on me disait tous les jours que j'étais nulle. Enfin voilà, c'était c'est des choses qui te suivent aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps à me dire, en fait, c'est ok pour moi d'aller voir des professionnels. Je suis légitime, tu vois, je suis pas nulle, quoi. Enfin, mais c'est... Pour transmettre, ouais. Ouais. Et donc ça a été, c'était dur, quoi. C'est vrai qu'en Australie, j'ai eu moins ce genre de choses.
Enfin, je m'en souviens pas. En tout cas, ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je suis allée en Australie, j'ai aussi quitté la cuisine parce que j'avais subi tout ça et que je me disais, en fait, la cuisine, je veux plus, quoi. Et en même temps, comme je ne savais, entre guillemets, faire que... Enfin, dans mon BTS, j'ai fait salle et cuisine. Donc, je ne savais faire que de la restauration. Donc, j'ai quand même été dans des restaurants, mais en salle cette fois, au départ. Ok, ouais. Jusqu'à ce que la cuisine me manque, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Après, en Australie, j'ai trouvé que c'était mieux, tu vois, parce que déjà, les horaires, c'était mieux géré. On faisait des morning shifts, donc on travaille le matin, donc tu travailles de 7h à 14h, ou alors de 15h à 22h, ou ce genre de choses. Et c'est dispatché entre C'est dispatché, en fait. Mais bon, là-bas, ils ont le service, le petit déjeuner aussi, quoi. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on trouve en France. Mais du coup, pour moi, c'était génial, quoi. Parce que je me disais, en fait, je suis pas obligée de passer toute ma journée à taffer. Même si après, voilà, je voulais faire des sous et tout ça. Donc, j'ai un moment eu des jobs où je travaillais le matin, puis le soir, enfin, tu vois. Ok, oui, mais ça c'est... Mais même en ayant 3 jobs en Australie, j'arrivais à avoir un soir de libre et un jour de congé. Donc, Ah ouais, voilà. ok. Waouh. Voilà. Et au Japon, y avait pas, j'ai pas subi de violence en cuisine. C'était plutôt chill. Les Japonais, ils se mettent pas en colère. Enfin, j'ai vu une fois mon chef et mon sous-chef se mettre en colère et encore, ils ont juste haussé le ton. Ok. Mais par contre, c'était des horaires très très longs. C'est-à-dire que on commençait à 9h le matin. Notre pause pour manger, elle était à 16h. Oh waouh. Et donc, en fait, wow. c'était très long. Alors, il y avait des micro-pauses, tu vois, genre quand ma collègue, elle allait cloper, j'allais avec elle dehors et tout. Mais on avait 45 minutes de pause dans la journée. Et c'était l'heure du repas qu'on prenait avec toute l'équipe de cuisine après le service. Et ça, c'est un peu communément admis dans le droit du travail japonais? Non, ou mais au Japon, c'est toujours un truc spécifique à la cuisine? Non, je pense qu'au Japon, ils ont un truc avec le travail. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, on reprenait et après, on finissait... vers entre 22h et minuit, enfin, juste avant qu'il n'y ait plus de métro, quoi. Donc voilà, c'était des très longues journées. Tu m'étonnes. Ouais, ça a été voilà, très long. Et puis voilà, après, il n'y a pas que du mauvais. Enfin, c'est vrai que je vais juste reparler de l'Autriche. L'Autriche, ben, c'est quand même intense, une saison. Donc, comme ce que je disais, donc, j'étais chef de cuisine. Je faisais toutes les commandes. Je devais faire tous les menus. Donc ça, c'était les trucs hors de la cuisine, on va dire. Et après, il y avait toute la partie cuisine. Donc je t'ai dit, je commençais vers midi. Et comme on avait le service où on servait tout le monde en même temps, ça c'était plutôt cool. Du coup, vers 21h30, 22h, j'avais fini. Mais bon, c'est quand même 10 heures de travail. Plus, dans la semaine, il y avait au moins 3-4 heures de travail en plus en admin. Okay, entre les moments où tu dois faire ton menu, les commandes, enfin voilà, un peu tout gérer, quoi. Donc, je finissais ma saison sur les rotules, quoi. Enfin, tu finis ta saison, t'as envie de dormir pendant 1 mois, quoi. Voilà. Ça, c'est connu pour ça, les saisons, ouais. Et encore, je faisais pas découper, des choses comme ça, mais même juste ça, c'était quand même assez intense. Ça demandait beaucoup d'énergie et tout ça. Et puis, ouais, faire un menu différent tous les jours, c'est quand même... Faut se creuser la tête, quoi, j'imagine, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Après l'Autriche, ça reste quand même une super expérience et tout ça. Enfin, j'ai quand même vécu des belles choses les dernières années. Tu vois, là, je travaille dans un centre de bien-être. C'est très chill, quoi. Mais voilà. Et je pense que il y a une violence dans ce milieu qui est immense, quoi. Enfin, et qui est normalisée, qui est banalisée, en fait. Parce qu'on se dit, mais c'est un grand chef, donc c'est normal qu'il soit un peu excentrique ou un peu agressif ou je sais pas quoi. Mais en fait, non, t'as pas besoin d'être... Enfin, moi, par exemple, donc j'ai cofondé une association qui s'appelle les Marmites du Turfu à Strasbourg. Okay. Et on a organisé... ça fait 3 ans qu'on organise le festin du Turfu qui a eu lieu dimanche dernier. Ouais, c'était le 7 juin, tu m'as dit. Le 7 juin, ouais, c'est exactement, ça. Ouais. Et en fait... du coup, je deviens chef de cuisine pour le brunch. Et je n'ai avec moi que des gens qui ne savent pas travailler en cuisine, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout des professionnels. Donc j'ai des bénévoles avec moi. Et donc j'en ai par exemple 8. Et donc c'est 8 personnes qu'il faut gérer, quoi. Et à aucun moment je crie ou je leur dis que c'est des merdes parce qu'ils ne savent pas faire quelque chose, tu vois. Donc c'est que c'est et possible, en fait, quoi. Ça fonctionne. Et l'année dernière, je crois qu'on a envoyé plus de 800 assiettes. Cette année, on a envoyé plus de 600 assiettes avec que des gens qui ne travaillent pas dans la restauration. Donc c'est possible.
ça peut très bien se passer. Il n'y a aucun moment où je m'énerve contre ces personnes-là et où je leur dis qu'elles sont nulles, ce genre de choses. Donc, en fait, ça va très bien. Ça peut très bien fonctionner, quoi. Voilà, je prends un exemple qui est, on va dire, un peu hors cadre, mais bon, tu as quand même la pression du service. Enfin, on avait des gens qui attendaient pendant longtemps pour venir manger, quoi. Donc voilà, il y a quand même cette pression-là et ça roule. Enfin, ça roule, quoi. Ouais. Voilà. C'est vraiment, tu penses que c'est vraiment à cause de cette pression du rush, du client qu'il faut satisfaire, etc., qu'il y a autant de violence en cuisine, en fait, et que après, les supérieurs relâchent toute leur pression sur les gens avec qui ils travaillent? Il y a une partie de ça, je pense, oui. Forcément, c'est un métier qui est exigeant. Enfin, nourrir des gens, t'as aussi une responsabilité en termes d'hygiène, d'allergènes, ce genre de choses. Enfin, les gens peuvent mourir parce que tu fais une bêtise, quand même. Ouais. Donc, il y a cette pression-là. Et après, je pense qu'à un moment donné, en fait, il faut se dire, les gars, on se pose, on fait juste de la cuisine. On n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Enfin, tout va bien, tu vois. Et je crois pas que dans les salles d'opération à cœur ouvert, les gens sont en train de crier et de dire aux gens qui sont nuls. Enfin, tu vois. C'est même le contraire, j'ai l'impression. Voilà. C'est plutôt j'en sais rien. calme et- J'étais jamais, à part d'être en dessous, j'étais pas réveillée. Mais j'ai pas l'impression que, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je l'espère pas en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, juste remettre l'église au milieu du village. On ne fait qu'à manger, en fait. Ouais. Calmons-nous, même si on est dans le pays de la gastronomie. J'allais dire, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce qu'il y a un certain, parce qu'il y a un certain standing que les gens veulent tenir par rapport au fait que c'est la France, le pays de la gastronomie. Faut que tout le monde soit hyper satisfait avec tous les touristes qui viennent. S'ils mangent pas un truc excellent, on va perdre notre réputation. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de masturbation d'ego, je dirais. Excusez-moi. Mais... Disons-le. Je pense que oui, il y a ce truc-là de la France, c'est le pays, de la gastronomie, mais en même temps, on n'a rien inventé non plus, quoi. Enfin, on est un pays comme les autres. Alors certes, il y a des pays où tu manges mieux que dans d'autres, mais voilà. On mange, on sait juste manger. Même si je prends beaucoup de plaisir à manger, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie, moi, de savoir que dans la cuisine où j'ai mangé, il se passe des choses terribles, quoi. Donc non, je pense que... peut-être que ça vient de là, mais que c'est pas... Enfin, c'est pas OK, quoi. Ok. J'allais dire même d'où les cuisines ouvertes qu'on voit dans les restaurants, finalement, est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de faire en sorte qu'il y ait moins de violence et de harcèlement au travail en cuisine? Le fait que la cuisine soit ouverte, oui, ça peut réduire ces violences-là, mais ça veut pas dire que dans la chambre froide, il va pas se passer des choses. C'est vrai que c'est fermé à clé toujours. Enfin, je sais pas à clé, fermé, mais en quoi. tout cas c'est fermé parce qu'il faut garder le froid. Mais non, je pense que ça ne résout pas tout, en fait. Certes, tu vas pas... le chef, il va pas pouvoir beugler sur ses collaborateurs parce que sinon, tout le restaurant va l'entendre. Les assommer à coups de poing, quoi. Ouais. C'est ça. Oui, il y a des fois des poils qui volent. Ça, c'est des choses qui se passent. Mais oui, justement, tu pourras pas avoir toute cette violence-là, mais tu en auras d'autres. Enfin, c'est pas parce que... Alors, des fois, il y a une vitre, donc tu peux pas entendre ce qui se passe. Mais oui, ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même des violences, même si ça va réduire un peu, je pense, l'impact, la violence qu'il peut y avoir en cuisine, quoi. Mais il y a toujours des recoins qu'on voit pas. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de... Il y a toujours moyen, en fait. Ok. Voilà. Tu penses qu'il y a un truc un peu systémique là-dedans aussi clairement, oui. Clairement. Parce que j'avais entendu parler du coup de... J'ai pas tout compris, du coup, tu pourras m'expliquer sûrement. Mais j'avais entendu ce truc de la convention collective. J'ai pas tout à fait compris ce que c'était en cuisine. Et je crois que c'est ce truc qui fait que, c'est une sorte de droit du travail un petit peu différent en cuisine par rapport au reste du droit du travail pour les autres métiers. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je suis en train de dire complètement n'importe quoi? Je pense que, alors, je vais pas mentir, je me suis pas trop penchée sur la convention collective. Okay. Je suis dans une asso qui lutte contre les violences en cuisine, donc on en parle, mais je suis pas experte sur le sujet. Mais il me semble que, de par la convention collective, il y a une certaine souplesse
qui sont plus souples que dans le droit du travail, tu vois. Et qui fait que oui, ça peut faire des glissements vers des choses qui sont pas tout à fait claires. Mais après, tout ce qui est violence, on va dire, de manière, des violences physiques, verbales, etc., ça reste hors cadre, on va dire, de la convention collective dans tous les cas. Mais ouais, je pense que... c'était quoi ta question, pardon? C'était est-ce que c'est systémique aussi? Ah oui, c'est systémique, clairement, parce qu'on a acté que... je sais pas, quand tu parles à la moitié des gens dans la rue, ils vont te dire oui, mais c'est normal, la cuisine, c'est un milieu... c'est comme ça. Ouais. En fait, on a accepté que c'est comme ça. Puis bon, il y a ce truc patriarcal aussi, on va pas se mentir. Hein, ça reste un milieu de base masculin, quoi. Tu vois, c'est... Comme Nora Boisouni, qui était d'ailleurs au Festin du Turfu la semaine dernière. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'Omerta à la française, Violence en cuisine, l'Omerta à la française. Et elle parle de ça, en fait, du fait que c'est très militaire. La brigade, le coup de feu. Tout un vocabulaire comme ça. Il y a tout un vocabulaire qui est militaire, déjà. Et oui, en fait, on a accepté. C'est un peu comme il faut séparer l'homme de l'artiste, tu vois. En fait, c'est pas l'homme du cuisinier. Le cuisinier, c'est un artiste. Le chef cuisinier, tu vois. Et puis c'est des grands noms. Souvent, c'est des grands noms d'ailleurs qui sont problématiques. Hein. Ouais. Donc des gens qu'on va voir à la télé, des choses comme ça. C'est voilà. Et en fait, il y a cette impunité de se dire, en fait, je peux faire ce que je veux. Parce que je suis voilà, c'est ça. Le grand monsieur aux 3 étoiles Michelin. Mais c'est ça. Et souvent, on va te dire, si tu ouvres ta gueule, je te brise ta carrière. Ah, waouh. Et en fait... parce qu'il a la réputation et la possibilité de le faire. Il pourrait. Mais en fait, déjà, non. Parce que, regarde, moi, je suis partie à l'autre bout de la planète. Qui va savoir que... c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, c'est ce qu'on... Donc... moi, j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient difficiles dans ma carrière, notamment au début de ma carrière et tout. Et ça, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de le garder pour moi. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Et quand j'ai découvert l'association Bondir, c'était il y a 3 ans, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, voilà, tout ce que j'ai vécu là, je vais pouvoir le mettre au service des jeunes et de leur dire, en fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas du tout normal. C'est pas parce que c'est accepté et que c'est acté dans le milieu de la restauration que c'est normal, en fait. Et donc, avec cette association, on va dans les lycées hôteliers, dans les CFA et tout ça. Et on fait des interventions. On explique aux jeunes les mécanismes de la violence. C'est quoi ? Quels sont les différents types de violences qu'on peut subir ? Et ensuite, on leur dit qu'est-ce qui est possible de faire pour pallier à ça. Pallier à ça, quoi. Après, c'est pas facile. Et c'est vrai que par moment, t'as des jeunes qui ont fait un stage et qui ont déjà des choses à te raconter. Et tu te dis, mais c'est complètement fou, quoi. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Que ce soit aussi systématique, rapide. C'est clair. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer, dans le sens où, tu vois, les jeunes, ils se posent quand même des questions. Ils ont plus envie d'accepter tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tant mieux. Moi, quand j'avais 18 ans... je me suis dit c'est comme ça et voilà, j'aurais bien aimé qu'on me dise en fait non, c'est pas comme ça, c'est pas normal. C'est pas censé l'être. C'est pas censé l'être. Et du coup, le fait de moins accepter ce genre de choses, de se dire aussi, faut savoir qu'au bout d'un moment, ça se sait qui traite mal ses salariés ou pas, quoi. Et donc, tu vas pas aller chez cette personne. Ouais, comme dit le Vélomerta aussi là-dessus, quoi. Exactement. Okay, ouais. Et du coup, ça, c'est chouette de savoir que, par exemple, je sais que le lycée Jean Drouin à Paris, maintenant, ils ont vraiment eu un complément d'enquête sur ce sujet-là. Et ils disaient, nous, on blacklist, clairement, il y a des établissements où on n'enverra plus nos élèves, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça se passe mal, parce qu'il y a des comportements qui sont inacceptables et tout ça. Et de savoir que il y a des gens qui te soutiennent en tant qu'élève, tu sais, parce que souvent, des fois, tu vas raconter quelque chose, on va pas te croire, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est quand même hyper important d'être soutenu aussi par ton école et tout ça, quoi. Donc, carrément. L'association bondir.e, du coup. Bondir.e, ouais. Si jamais, pour les personnes qui nous écoutent, il nous reste très très peu de temps. Du coup, je te fais des questions rapid fire et tu n'as pas le droit de développer. Je suis navrée. Il faudra des réponses courtes. Si tu étais un aliment, qu'est-ce que tu serais ? Le tofu. Le tofu ?
Ouais. C'est marrant, c'est pas ce que tu m'avais dit avant. Ouais, j'ai changé. Ça roule. Aucune explication, tu n'as pas le droit de donner d'explication. Désolée. Le dernier aliment que tu as appris à aimer alors que de base tu n'aimais pas ça. La baie rose. La baie rose, le poivre donc. Ouais. C'est noté. Ton livre de cuisine préféré? Ça va être un livre de cuisine végétarienne vietnamienne qui a été fait par... J'ai oublié. Mais j'adore. D'accord. Tu nous mettras le lien dans le chat, comme ça on pourra un peu voir ce que c'est. T'as pas écrit un livre, toi? Non, t'as pas écrit de livre encore de cuisine. Pas encore. On l'attend. Tes ustensiles de cuisine fétiche? Bah bon, c'est classique, mais c'est mes couteaux. J'adore mes couteaux. Ok. En plus là, j'en ai un tout nouveau qui vient d'un coutelier à Strasbourg qui s'appelle la coutellerie Le Bélier. Magnifique. Voilà, qui fait ça. Des très bons couteaux. Des très beaux couteaux, des très belles pièces. Magnifique. À dedans. Eh bien, écoute, Justine, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire en 10 secondes? En 10 secondes? Vraiment 10 secondes, ouais. 10 ouais. secondes, bah écoute, voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'ai parlé de mon engagement sur le végétal et j'ai voulu parler des violences en cuisine parce que ça me tenait à cœur et que le végétal, je vais développer avec les prochains invités. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, merci au Printemps du podcast de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et on vous renvoie vers notre fameux Cortès que vous retrouvez dans notre studio. Merci beaucoup.